important pour un athlète. C'est beaucoup ça qui va amener un transfert aussi vers ce que tu vas faire à sa patinoire. C'est ton intention d'accélérer une charge, de garder une grande vitesse. Avec le Perfo Elite Podcast, vous allez passer de la préparation à l'évaluation, au suivi, jusqu'à l'entraînement. Nous allons parler de récupération, de mindset, d'habileté individuelle, de posturologie et de nutrition. Tout ça pour vous faire progresser et performer immédiatement. Rien n'est laissé au hasard. Bienvenue au Perfo Elite Podcast. What's up tout le monde, bienvenue au Perfo Elite Podcast, à l'épisode exactement numéro 38 déjà, ça va vite. Donc aujourd'hui, ce qu'on va parler, moi puis Matt, on va jaser ensemble de l'entraînement par vélocité. Donc, je vais te laisser, Matt, essayer de décrire dans tes propres mots. Je te lance direct la balle comme ça. Qu'est-ce que l'entraînement par vélocité? Puis après ça, on va pouvoir embarquer ensemble là, pourquoi c'est super important chez les athlètes, les joueurs de hockey, là, précisément. Ouais, ben écoute, tu as donné un bon cue en disant entraînement par vélocité, en nommant l'outil ou la technique. En fait, c'est que c'est un outil d'entraînement qu'on peut se servir. En fait, c'est qu'on va prendre la vélocité des barres, fait que la vitesse des barres, la vélocité que tu es capable de déployer dans une barre, peu importe le mouvement, ça peut être un bench press, un back squat, n'importe quoi. Puis, tu vas ajuster tes paramètres d'entraînement en fonction de ça. On le dit souvent, la vélocité que tu vas mettre dans tes mouvements dans le gym, c'est hyper important pour un athlète. C'est beaucoup ça qui va amener un transfert aussi vers ce que tu vas faire à sa patinoire. C'est ton intention d'accélérer une charge, de garder une grande vitesse. Fait que ce type d'entraînement-là, c'est vraiment ça que ça va mettre en l'avant-plan. Là. C'est exemple, tu vas pouvoir juger, arrêter une série ou la poursuivre en regardant si ta barre a encore une assez bonne vitesse, si tu as une trop grande diminution de vitesse par rapport, mettons, à quel stimuli tu vas aller chercher, que tu veux travailler en vitesse, en puissance, plus en force, ben, tu peux te fixer, mettons, un certain seuil, un objectif de vitesse de barre que si tu descends en bas de ça, c'est fini. Fait que tu tires la plug, tu prends une pause, tu recommences après, puis tu retournes à tes vitesses de barre que tu veux. Non, c'est un très bon point. Puis tu sais, ce que tu as mentionné, j'ai aimé quand tu as mentionné le mot « outil ». C'est vraiment ça que souvent les gens vont se tromper, plus pour les préparateurs physiques, là, c'est rare qu'un athlète va faire ça par lui-même, mais souvent les gens vont se tromper dans l'utilisation en soi du Velocity-Based Training, fait que le VBT. C'est pas une méthode d'entraînement, tu as utilisé le mot outil. Puis c'est exactement ça, c'est un outil d'entraînement parce que tu peux utiliser n'importe quelle méthode d'entraînement en soi, mais en mesurant la vitesse de ta barre. Puis c'est selon moi, bien honnêtement, un des paramètres les plus importants en performance. Puis la raison pourquoi, c'est que c'est rien à aider notre métier, mais si tu fais n'importe quoi, mais que tu as l'intention de vouloir accélérer puis de développer une puissance dans ton mouvement, par exemple un bench press quand tu montes ou un squat quand tu montes puis tu veux y aller le plus vite possible, bien, inévitablement, tu vas améliorer une certaine puissance. Après ça, ben là, c'est sûr qu'il y a des méthodes pour être plus efficaces, sans risque de blessure, et ainsi de suite. Mais c'est vraiment ça le concept là, de l'entraînement par vélocité. C'est comme tu as mentionné, c'est de mesurer la vitesse de tes mouvements, de ta barre, de tes dumbbells. Si tu fais un chin-up, la vitesse que tu montes ton chin-up, c'est vraiment ce qui va être qui devrait être mis de l'avant, plus que le poids en soi. C'est bien souvent l'entraînement conventionnel, on va dire, est très, très, très puissant. Puis c'est un des outils les plus faciles qu'on peut utiliser, le poids en soi, le tonnage. Mais effectivement, c'est très, très, très important. Puis là, on en parle dans l'aspect, mettons, performance, parce que si on veut travailler une certaine zone précise, oui, on peut se fier avec les pourcentages de 1RM, ces trucs-là, mais c'est tellement peu précis par rapport à ça. Si on veut développer, mettons, la force absolue ou on veut développer la force, mettons, force-vitesse ou vitesse-force, par exemple,
Force explosive, ces trucs-là, ben là, à partir de là, la vitesse va avoir un énorme impact, la vitesse que tu vas développer ta barre, parce que c'est là que ça va dicter. Oui, tu peux y aller à peu près avec le poids, sauf que c'est tellement peu précis. Puis tu ne vois pas à l'œil. Une parenthèse pour que les gens comprennent, là, les gens ne sont pas trop familiers avec ces termes-là pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde en partant. Ce que Phil parle, c'est que tu as un grand continuum. Tu as, exemple, dans un des deux bouts, tu es à vitesse pure. Fait exemple, un sprint. Il n'y a absolument rien que tu peux générer plus de speed que, par exemple, un sprint. Puis à l'autre extrême complètement, tu es dans la force. Fait exemple, une répétition maximale. La répétition, souvent, va être plus lente parce que, justement, tu grindes. Imagine un deadlift le plus lourd que tu peux. Ta vitesse de base va être super lente. Fait que c'est vraiment pour te situer sur cette ligne-là que mesurer ta vélocité tombe intéressant. C'est comme Phil dit, c'est difficile de savoir, exemple, à 40%, tu es dans la puissance, tu es dans le speed, tu es sur la ligne des deux, parce que tout le monde est différent là-dedans. Par contre, quand tu rentres des datas de vitesse de base, c'est plus facile à savoir tu te situes où précisément sur cette ligne-là. Fait que c'est plus facile, après ça, de dire, parfait, moi, tantôt on parlait d'outils, c'est vraiment ça, c'est un outil pour savoir, parfait, cette phase-ci, moi, je vais travailler en puissance, en vitesse, en puissance, en force, peu importe la qualité, le stimuli que tu vas aller chercher, c'est ça que ça va t'apporter. C'est que tu puisses vraiment bien te situer sur cette ligne-là pour efficacement développer ce que tu veux développer. C'est effectivement ça, tu l'as très bien résumé. Là. Fait que tu sais, à la minute que tu veux, mettons, développer ta force d'accélération, mettons. C'est ton accelerative strength, ben, tu as une certaine zone de vélocité que tu dois rester si tu veux développer cette qualité-là. Généralement, c'est entre 0,5 mètres par seconde à 0,75 mètres par seconde pour cette qualité en soi-là. Ben, si tu t'en vas, tu fais tes reps tout le temps dans du 0,85, mettons, mètres seconde, 0,85, ben, tu n'es plus dans ce qu'on doit vraiment travailler, l'objectif en soi. Fait que si tu te fies juste au poids, ben, tu ne peux pas savoir là, quelle vitesse que tu as. Fait que c'est extrêmement important parce que les marges sont quand même très, très minimes. Là. C'est à peu près, chaque bracket est à peu près un range d'à peu près 0,25 mètres seconde. C'est très peu là, pour les changements de gains que ça peut avoir en soi. Fait que ça, c'est super important. Puis surtout, le point qui est un peu mis de la... Ben, que le monde doit comprendre pourquoi que l'entraînement par vélocité, mesurer la vitesse des barres est extrêmement important. C'est que, mettons qu'on prend l'exemple, quelqu'un qui fait un squat à 325 livres, mettons, c'est son ARM, là, mettons. Mais tu sais, ça va prendre combien de temps à peu près avant d'augmenter de 5 livres, puis avant d'augmenter de 10 livres, puis avant d'augmenter de 15 livres ton ARM? Généralement, c'est long. Tu sais, quand tu es bien entraîné et tout ça, puis tu as vraiment ton ARM, c'est long quand même à l'augmenter considérablement. Tandis que si tu mesures la vitesse de la barre, ben, mettons pour le même poids, si tu es de plus en plus vite quand tu la bouges, ben, inévitablement, tu deviens de plus en plus fort par la bande, sans même avoir augmenté en soi la charge. Donc, à partir de ce concept-là, c'est extrêmement important d'avoir cet outil-là pour mesurer également l'état de fatigue d'un athlète. Puis, je m'explique par là. Par exemple, on travaille dans de la puissance ou force accélérative, peu importe. La zone qu'on veut travailler, on a un certain range. Mais ce qui arrive, c'est que, mettons, si dans ta semaine 1, on va dire, tu sais que tu peux, on bouge à peu près à 0,75 mètres seconde avec 100 livres. Mettons, tu fais des hang power clean, peu importe. Bien, ce qui arrive, c'est que si tu fais ça, puis le lendemain, ou le surlendemain, on va dire que tu refais le même exercice, puis c'est le même objectif, ou la semaine d'après, peu importe, mais que là, tu es plus fatigué. Bien, toi, inconsciemment, tu vas sûrement prendre le même poids. Tu sais, 100 livres, tu es loin d'être à ton probablement maximum. Là, si tu peux faire une coupe de reps, selon les athlètes, bien entendu, mais tu ne te rendras pas nécessairement compte que tu bouges moins vite avec le poids. Sauf que là, le fait qu'on bouge moins vite, ben, ça vient qu'on n'est plus vraiment dans les bonnes zones de travail. Puis là, ben là, si ça semble plus lourd parce que ça bouge moins vite, ben là, peut-être plus de risque de blessure également parce que le mouvement, tu vas compenser pour essayer de le faire. Tu te dis, voyons,
je le faisais la semaine passée, je veux le faire. Mais en trackant ça, ça te permet de pouvoir réajuster le poids en fonction de l'état actuel de l'athlète. Fait que ça, c'est hyper important, ce concept-là. Oui, c'est beau mesurer la vitesse pour savoir dans quelle zone on est, mais c'est surtout pour voir est-ce qu'on a suffisamment récupéré de jour en jour pour être capable de pouvoir remettre plus lourd, par exemple, pour garder la même vitesse. Est-ce qu'on doit descendre le poids pour rester dans les bonnes zones de travail? Fait que ça, selon moi, c'est un point hyper important dans l'utilisation en fait, de cet outil-là qui est un peu de mesurer l'état actuel de l'athlète, l'état de fatigue, l'état de readiness, si on peut dire. Je ne sais pas si Matt, tu avais un autre point par rapport un peu à ça, l'utilisation, c'est un avantage, mettons. Ben, mettons, puis depuis tantôt, on le dit, là, c'est vraiment, le VBT, c'est un outil de mesure plus qu'autre chose. Ça revient vraiment à, nous, on travaille beaucoup avec le fameux tempo concentrique X, dans le sens que tu veux, c'est l'intention de vouloir accélérer une charge. C'est tellement un des facteurs en entraînement pour athlète qui est le plus négligé, mais qui est le plus important. À quel point tu veux accélérer ta charge dans un mouvement concentrique, ça fait toute la différence sur ton recrutement musculaire, sur le niveau de puissance, de force que tu vas générer dans ta barre, sur le transfert que tu vas faire vers tes acquis sportifs. Ça fait vraiment une énorme différence. Puis c'est précisément ça aussi qu'on veut mesurer. Fait que des fois, surtout, mettons, avec un athlète, quand tu es en temps réel avec lui, qu'il puisse voir, justement, qu'il puisse voir. Des fois, il y a des applications que tu peux avoir, mettons, un cue sonore. Que, mettons, tu es tout seul dans le gym, tu peux mesurer ta vitesse de barre, puis que en temps réel, tu fais ta rep, puis ça te dit si tu es trop lent, faut que tu ailles plus vite, des trucs comme ça. Juste ça, c'est magique pour rester dans la bonne zone encore, comme on dit depuis tantôt. Là. Fait que ce serait ça. Ben non, exact. Puis, ces outils-là, souvent, on fonctionnait avec le poids et des reps. Mais en ayant cet outil-là, si tu veux travailler une certaine zone de vitesse, ben, tu peux le set-upper, le planifier dans l'application que je veux être dans telle zone de vitesse. Tu peux avoir l'iPhone, l'iPad, l'iPod. Je ne sais même pas si ça existe encore des iPods. Ben, tu peux avoir ça directement en avant de toi, aimanté sa cage comme qu'on a, nous, ou ben non, en avant de toi, à terre, peu importe. Puis tu l'as visuellement. Fait que c'est un autre point, ça donne des commentaires, des cues immédiatement. Tu l'as mentionné sonore, mais tu peux l'avoir aussi visuel. Puis, si tu es tout seul, si le coach est là, ben, il peut te donner les cues aussi directement, mais c'est que ça te permet si on avait planifié, exemple, je dis n'importe quoi, mais mettons que pour améliorer la puissance, il faut que tu travailles à 50% du ARM pour 8 répétitions. Mettons, là, tu sais. Ben, il y a tellement de trucs qui peuvent jouer puis changer en ligne de compte par rapport à ça. À un moment donné, on a les outils qu'on a, mettons, mais le fait d'avoir cet outil-là, puis c'est pas ce qui est le plus dispendieux non plus à la planète. Donc, c'est super important parce que après ça, tu vas pouvoir justement avoir ce cue-là, puis tu peux le planifier. Fait que si l'athlète est encore dans le range après 8 reps, mettons à 50% du RM, ben, il peut continuer jusqu'à temps qu'il aille à l'extérieur de cette zone-là. C'est là que les gains vont apparaître. Parce que sinon, s'il fait ses 8 reps, il est dans la zone, encore, qui n'est pas sur le bord de sortir de là, ben, c'est un peu comme vouloir améliorer sa force, faire 6 reps, mais tu aurais pu en faire 25. Là, 100%. Puis ça, c'est un peu au même principe que, par exemple, mettons, la personne a des sprints à faire. Exemple, je dis n'importe quoi, là, 10 sprints de 10 mètres. Puis, tu vas avoir un certain temps à respecter. Si après, une erreur qu'on voit vraiment souvent, c'est que la personne va se clencher 10 sprints qui arrivent, peu importe ce qui arrive, va faire ses 10 sprints, peu importe le temps, merci, bonsoir. Par contre, quand tu commences à regarder vraiment tes temps que tu fais, si après 5-6 sprints, tes temps ont droppé de peu importe X nombre de secondes que tu as prescrit à la base, là, tu es complètement ailleurs. Là. Ça ne sert plus à rien. Tu n'es plus dans, exemple, des sprints courts comme ça. Tu n'es même plus dans le système énergie que tu veux. Tu n'es plus dans le stimuli recherché. Tu es complètement ailleurs. Puis là, tu fais juste
ajouter du volume puis du stress d'entraînement complètement inutile là, qui te sort. Puis au contraire, ça va te ralentir. Ça va juste te ralentir. Ça fait plus de tort que de bien, mettons, de grinder, entre guillemets, sur des choses comme ça. Fait que c'est vraiment à ça que ça sert. Là. Puis ça, on le voit souvent, par exemple, je dis l'exemple de 10 sprints. Là. Mettons qu'on fait, des fois, je vais le faire avec des athlètes, mettons, 2 séries de 5 sprints avec dépendamment de ce qu'on veut travailler, là, 2-3 minutes entre chaque sprint. Puis l'athlète est là, il trouve ça long. Là. Il fait son sprint qui dure 5 secondes, il retourne, il attend 2 minutes et demie, il trouve ça long. Puis, mais tu te rends compte que rendu au 5e sprint, son temps a quand même diminué. Fait que là, on prend une plus longue pause, on recommence, puis c'est le même principe. Là, après 3 sprints, le temps a diminué beaucoup. Ben, tire la plug. Ça ne sert plus à rien de pas à grinder des mouvements en speed, en power. C'est vraiment ton intention de vélocité, peu importe quoi, là, le plus important. Non, exact, c'est un très bon point. Puis, tu sais, un autre, on en a parlé un petit peu, mais tu sais, tout ce qui est mesuré pour chacun des athlètes, tu sais, ça fait que ça individualise en soi l'entraînement pour chacun des athlètes, même si on est dans un contexte de semi-privé, exemple à 4 athlètes, ben, chacun de nos athlètes, on peut vraiment cerner leurs besoins. Tu sais, à partir des évaluations qu'on fait, la batterie de test et tout ça, ben, on est capable de splitter un peu nos athlètes dans certaines catégories qui doivent améliorer. Exemple, OK, toi, il faut qu'on s'améliore la force selon ta courbe, force-vitesse. Toi, c'est ta vitesse. Toi, c'est un peu plus la puissance. Toi, c'est la balance structurelle. Name it. Toi, il faut gagner de la masse musculaire. Ben, à partir de là, s'il y a 4 personnes qui ont 4 objectifs différents dans un même groupe, ben, avec un outil comme ça, c'est walk in the park là, de travailler. C'est extrêmement facile parce que rendu là, tu peux quasiment juste planifier des vitesses à respecter. Il n'y a plus de répétition en soi, quasiment. Puis c'est let's go, on reste dans notre zone. Puis tout le monde va aller chercher ses résultats. Bon, c'est plus complexe que ça, mais pour simplifier le truc, c'est ça, tu sais. Fait que ça individualise beaucoup, beaucoup l'entraînement. On va maximiser en soi tout ce qui est gain en entraînement. Puis tu sais, au bout de la ligne, on ne va pas dans le gym pour se fendre le cul pour rien. Là, on s'en va là parce qu'on veut avoir des résultats, puis on veut les avoir le plus vite possible. Parce que, comme on a déjà mentionné, on a extrêmement peu de temps dans un été, une préparation estivale, pour aller chercher des gains avec un athlète. Puis après ça, généralement, c'est au mieux, il va en maintenir pendant la saison. Donc, ce que tu es capable d'aller chercher, si tu es capable de maintenir quand tu as un bon suivi pendant l'année, bien là, tu vas pouvoir continuer à build up et build up. Mais combien d'athlètes, d'après moi, c'est facile, 5 athlètes sur 6 qui reviennent l'été avec nous, puis on a fait 4 pas en avant pendant l'été, on en a fait 2 en arrière pendant l'année. Tu sais. Fait qu'au terme d'une année complète, on est à plus 2 au lieu d'être à plus 4. Tu sais. Ou peut-être à plus 5. Puis, ça, c'est un gros, gros point. Super, super important à prendre en compte. Mais ouais, c'est un bon point que tu apportes là. Je peux juste une petite parenthèse. Là. Dans le fond, puis ça, on le voit, puis c'est sûr que tout le monde voit ça. Si on prend juste une équipe, par exemple, M18 ou même une équipe junior, les gars sont un petit peu plus vieux, quand tu arrives dans ce range d'âge-là, que tu es en plein dans la puberté des athlètes, dans une même équipe, tu peux avoir un gars de 6 pieds, 200 livres, puis un autre gars de 5 et 4, 142 livres avec ses patins et son stock. Genre. Fait que, tu sais, un aurait tout intérêt. Mettons, ton gars de 6 pieds, 200 livres, généralement, il va avoir une bonne force, il va être fort. Par contre, il a tout intérêt à travailler tout ce qui est force réactive, force explosive. Travailler, s'il y a déjà cette base de force-là, il y a déjà le stock de la fondation de masse musculaire, là, tu peux aller travailler dans des zones hyper speed, hyper power pour l'aider à développer parce qu'il est rendu là. Puis dans la même équipe, tu as l'autre à côté que lui, il n'a même pas eu sa puberté. Il commence, il n'est pas rendu là pendant tout. Il n'a pas la fondation de masse musculaire. Lui, il a intérêt à aller chercher ces gains en force-là qui vont l'amener à être plus rapide, plus puissant. Fait que des deux gars à peu près du même âge, qui sont complètement dans 2 spectres complètement différents. Puis juste avec la vitesse, comme tu disais, Phil, tu peux générer 2 stimuli différents. Fait que pratiquement la même chose avec deux paramètres d'entraînement différents. Tu vas vraiment aller chercher les besoins individuels de ces 2 athlètes-là. Là. 100%. Puis à la limite, tu pourrais donner à tout le monde le même nombre de répétitions, mais à des vitesses différentes, comme tu as mentionné, puis ils vont aller chercher le gain qu'ils ont besoin. Fait que ça, c'est super, super pertinent.
Puis c'est là-dessus qu'on s'enligne l'année prochaine avec nos équipes. On le fait déjà pendant l'été. Là, tous nos athlètes pendant l'été vont avoir ça aussi. Fait que tu sais, c'est là que ça s'en va, mais c'est vraiment littéralement un glitch. Là, c'est la meilleure façon d'aller chercher le plus de gains possible. On parle beaucoup de performance, puissance, vitesse, force, mais c'est aussi fucking pertinent, désolé du terme, mais pour l'hypertrophie. C'est hyper important de mesurer ça aussi pour l'hypertrophie en soi, parce qu'il y a des méthodes que tu peux utiliser avec l'outil du VBT pour aller chercher des gains en hypertrophie. Par exemple, dans une même série, tu n'as pas de répétition, mais tu vas aller chercher une perte de 40% de vitesse, par exemple, entre ta rep 1 et ta dernière rep, mettons. Fait que là, tu peux tout planifier ça dans l'app. Tu mets ça en avant de l'athlète. Puis tant qu'il ne voit pas les reps popper en grise ou flasher rouge, parce qu'il est encore dans la zone, il continue à faire ses reps. Ben, je te garantis que quelqu'un qui essaye ça, là, puis pour l'avoir essayé, c'est désastreux à quel point que les gains en hypertrophie apparaissent avec des méthodes comme ça. Tu peux pas vraiment te tromper. Tu sais, oui, l'échec musculaire, ces trucs-là, mais l'échec musculaire a quand même aussi un lien, veut pas, avec ton mental, ton mindset. On s'entend. Combien de personnes vont vraiment chercher l'échec sont plutôt rares. Là. Je donne peut-être 2 athlètes sur 5 qui vont être capables, 1 sur 3, mettons, qui vont être capables d'aller chercher genre, cet échec-là réel. Quand on a besoin d'aller chercher l'échec, c'est pas tout le temps important, mais quand on a besoin, ben, tandis que là, avec ça, c'est regarde, t'as pas perdu 40%, tu es capable d'y aller. Go. T'sais? Fait que ça, c'est super important pour ça. Puis, dans la même ordre d'idée, un autre avantage du VBT, c'est il existe de plus en plus de chartes par rapport à ça, comme pour la vitesse, par rapport au nombre de reps qui restent à réaliser ou quelle est la vitesse minimum pour exécuter une certaine répétition d'un certain mouvement. Par exemple, pour un bench press, ça te prend environ en moyenne minimum 0,18 mètres secondes pour passer une répétition. Après ça, bon, il y en a que ça va être à 0,20, ça passe plus. Il y en a que ça va être à 0,14, ça passe encore. Là, selon le type de l'athlète, s'il est plus à profil force, plus à profil vitesse, là, ça va jouer un petit peu par rapport à ça. Tu sais, par exemple, moi, personnellement, je suis plus profil force que vitesse, clairement. Puis, tu sais, je vais passer des reps de bench à 0,13, 0,14 mètres secondes. Genre sans problème. Parce que je vais les grinder, même si ça ne bouge plus, je vais continuer à pousser, puis à un moment donné, bon, avec des certaines limites, mais à un moment donné, ça passe. Ben, ça, ces vitesses-là, c'est vraiment minime. Là. Mais ça te permet de pouvoir voir aussi si l'athlète il a le bon poids, tu sais, par rapport à, tu sais, si on va aller chercher justement l'échec, ben, on sait qu'on fait du bench, mais sa dernière répétition, théoriquement, si on fait 8 reps, sa dernière rep devrait être à 0,18 à peu près mètres secondes. S'il finissait à 0,30, ben, tu peux augmenter. On n'est pas là, tu sais. Fait que tu peux l'utiliser aussi dans ce concept-là pour avoir une référence de combien de répétitions à peu près il nous reste en réserve. Fait que, tu sais, même principe, si on veut travailler, OK, boys, girls, on travaille, on a 8 reps à faire, ben, je veux avoir qu'on mette un poids à peu près qu'on pourrait en faire 10, 12 pour la première série, par ça. Ben là, on peut voir avec la vitesse, OK, on est sur le bon poids, tu sais. Ou on ne l'est pas pantoute, il faut ajuster. Donc, ça c'est super important aussi. Puis, tu sais, moi, encore là, on revient, là, on revient tout le temps à ça. C'est la vélocité de ta barre, mettons, qui est hyper importante. Puis même, avec ce qu'on fait, l'encadrement, on a un encadrement 100% à distance. Moi, il y a un cue que j'aime bien donner aux athlètes, que je ne suis même pas avec eux. Puis quand je veux travailler une certaine portion, justement, plus en puissance, comme ça, je suis le temps. Il faut que tu entendes le clock. Peu importe si tu fais un bench press, exemple, là, va chercher l'effet sonore de la barre, mettons, le petit dernier clock. Puis, pousse ces reps-là jusqu'à temps. Tu sais, à un moment donné, au début, c'est facile. 2, 3 répétitions, c'est facile. Clock, clock. À un moment donné, si tu veux continuer à entendre le petit clock, ça devient pas mal plus difficile. Quand tu as mettons, une série de 6 à faire, n'importe quoi, à un moment donné, c'est que tu as le choix. Soit que tu y vas plus sloppy puis c'est plus facile un petit peu, ou tu continues à pousser pour accélérer ta barre. Puis là, c'est vraiment, vraiment payant. Fait que ça, s'il y en a qui veulent l'essayer, c'est ça, peu importe le mouvement, ça peut être un squat, ça peut être un bench press, n'importe quoi.
va chercher juste le petit clock, là. Ça, tu le sais que tu as accéléré vraiment jusqu'au bout de ta barre. On voit souvent sur les réseaux sociaux des méthodes d'entraînement super populaires et efficaces. Des bands, accrocher des élastiques après une barre, ben, c'est cet effet-là que tu vas chercher. C'est que les élastiques vont venir décélérer ta barre. Fait que toi, tu peux accélérer d'un bout à l'autre. C'est le même principe que tu fais, mais sans bend. Tu veux juste accélérer, accélérer, accélérer. Puis c'est, comme on l'a dit tantôt, là, c'est un monde de différence sur ton recrutement musculaire, sur ce qui travaille. Là. C'est vraiment payant. 100%. Puis, tu sais, moi, j'ai des athlètes qu'on a dans nos suivis premium à distance. J'en ai qui ont ces outils-là, qu'ils ont un compte dans notre software pour tracker. Fait qu'eux, ils mettent l'appareil sur leur training, sur leur barre pendant leur training. Puis toutes les vitesses enregistrées avec les poids mis et tout ça, ben, c'est tout rentré dans le software. Puis à partir de là, ben, c'est rendu tellement facile de travailler avec eux. Puis guess what? Je ne vais pas voler le punch à personne, mais c'est eux qui ont le plus de résultats aussi. T'sais, on n'est pas obligé, mais ils vont chercher le 1, 2, 3% de plus que les autres vont pas parce qu'on a des outils de plus à utiliser. Ça même, on le voit aussi, là, exemple, je demande tout le temps aux athlètes, exemple, envoie-moi une vidéo de ta deuxième série, peu importe. On le voit, là, à l'œil, tu veux, OK, à ta 5e rep, tu n'as pas accéléré ton concentrique. Tu n'es pas allé chercher genre, le plus de torque que tu pouvais. Là, c'est visible à l'œil quand le déclic se fait de j'accélère à celle-là m'en prendre plus soft, entre guillemets, puis je vais juste la monter. Là. C'est sûr qu'effectivement, plus qu'on utilise ce genre d'outils-là, ben, tu commences à te développer ton œil aussi à voir les vitesses. Moi, je suis rendu à un point où est-ce que je suis capable de voir, mettons, le point 20 versus le point 25 mètres secondes à peu près. Là, fait à force de l'utiliser, ben, ça te permet de pouvoir développer, en tant que préparateur physique, ces skills-là, mais en tant qu'athlète, inévitablement aussi. C'est toute une question de stimuli et de feedback interne, intrinsèque et tout. Fait que je pense que ça fait, écoute, on pourrait faire une formation de 4 jours là-dessus, mais je pense qu'au moins les avantages ont bien été ciblés, ont bien été donnés. Si vous avez des questions par rapport à ça, ça va nous faire plaisir de pouvoir y répondre. Posez-les en commentaire. Je ne sais pas si on peut mettre des commentaires sur des podcasts, mais pas grave. Sinon, nous l'envoyer en DM, n'importe où, par courriel. Ça va nous faire plaisir de pouvoir répondre à ces questions-là. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Puis, on se dit à la semaine prochaine.